Bonjour à tous et bienvenue sur Allociné pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Adrien Géry, le fondateur de la marque Kikikix. Et ce qui est assez fou, je suis désolé, ça fait très pompeux, mais Adrien Géry, il est dans les 30 personnalités à suivre de moins de 30 ans, donc c'est assez dingue. Un grand bravo à toi. Enfin, c'est dingue. Et ça t'a fait quel... Merci, on est plusieurs, hein, déjà on est 4 à avoir fondé cette marque. Okay. Et je suis heureux aujourd'hui de représenter pour tout le monde cette récompense, parce que ça reste une belle récompense. Et puis c'est toujours surprenant, hein, tu te réveilles un matin, puis tu vois ça. J'avoue, ça doit être fou. D'ailleurs, on mettra un lien vers Kikikix et tous les réseaux d'Adrien en description de la vidéo. On va démarrer ? Si ça te va. T'es prêt à parler sneakers, histoire de la chaussure, l'évolution des baskets, tout ça ? La place des sneakers dans le cinéma, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Donc merci d'y avoir pensé et d'avoir mis au point ce format. Et je pense que ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est très intéressant. Et même pour vous, vous avez peut-être vu des paires dans des films en vous disant « Ah oui, c'est peut-être une Nike ». Et au final, on va regarder précisément qu'est-ce qui est où et qu'est-ce qui a marqué l'histoire aussi. Ouais, parce que c'est vrai que les sneakers, ça reste un objet un peu de pop culture. Et vous allez voir qu'à travers le cinéma, à travers une dizaine de films, au final, on va réussir à décrypter son évolution. Donc c'est parti. On va démarrer avec un film de 1982 qui est pas très connu, qui s'appelle Ça chauffe au lycée Richmond. J'ai la berlue, on dirait. Que croyez-vous faire au juste ? J'apprends des trucs sur Cuba en mangeant un morceau. En gros, je vous plante le décor. On est en Californie, donc début des années 80. On suit une bande de jeunes, des lycéens, archi cool. Alors il y a tout, il y a le dragueur, il y a celui qui prend de la drogue, il y a le skater. Et vous allez voir, il y a une paire de chaussures qui est mise en avant dans le film. Mais pour ça, je laisse Adrien en parler. La paire de chaussures, elle est super bien choisie. On a la Vans Slip-On Checkerboard. Donc c'est la célèbre Vans avec le motif à damier. Elle a été sortie en 1977, mais c'est vraiment le film en 1982 qui l'a propulsée. Et il y a eu d'énormes ventes dessus parce que c'est vraiment une paire décontracte, il n'y a pas de lacets. C'est une paire complètement californienne, à l'image de la Californie, donc cool, décontractée. Et c'était surtout pour les skateurs ou pas forcément ? C'est vraiment plus jeunesse en général ou c'était vraiment la communauté skate qui était à fond dans la chaussure ? C'était basé sur l'image vraiment décontractée, donc okay. ça se bloque pas aux skateurs. Et comme je dis, moi aujourd'hui, Vans pour moi c'est les feux de la rampe. C'est comme ça que je le qualifierais au niveau de la marque. C'est pas un équipementier, c'est plutôt une marque qui par son design et par son positionnement aussi, c'est très clair. Voilà, comme tu dis, Vans ça te fait penser à skateboard, mais pas forcément. Il y a plein d'autres choses, mais c'est pas non plus un équipementier qui va équiper des footballeurs ou des choses comme ça, comme un Nike ou un Adidas. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont sorti cette chaussure en 1977, le film est sorti en 1982, ça a fait un énorme boom de vente, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 2 ans plus tard, en 1984, Vans a fait faillite parce que les coûts qui avaient été engendrés sur ce modèle-là, ils étaient aussi trop importants par rapport aux ventes, et même si ça a bien marché, ils ont quand même fait faillite, ça n'a pas réussi à sauver la marque. Et du coup, ça a été repris de reprise en reprise pendant toutes les années 80-90 et c'est revenu dans les années 2000 avec VF Corporation qui a complètement renouvelé la marque et aujourd'hui, c'est le Vans qu'on connaît et cette slip-on checkerboard, elle est encore bien connue même des jeunes de notre génération. En tout cas, moi, je vous conseille de revoir Ça chauffe au lycée Richmond parce que vous allez voir un très jeune Sean Penn, un très jeune Nicolas Cage et un très jeune Forest Whitaker. Et voilà, c'est un film qui est très sympathique, qui sent bon les années 80 et vous verrez. Là, la Vans dans une scène du film, notamment avec Sean Penn. Mais mon vieux, c'est quoi votre problème ? Je n'ai pas de problème du tout. Je crois que vous saurez où trouver le bureau de monsieur le directeur. Quel connard ! Et là, on va aborder un autre film. On est 3 ans plus tard, en 1985. C'est un film méga culte. C'est Les Goonies de Richard Donner. C'est du réchauffé, ça, les mecs, cette vieille carte. Tout le monde a essayé un jour de trouver ce trésor. Dans une scène du film, on a le personnage de Data qui est le petit génie de la bande qui a des ressorts qui sortent de ses chaussures. C'est des Nike et une fois de plus, Adrien, je te laisse présenter le modèle de chaussures. Ce modèle-là, c'est un peu l'équivalent d'une Air Force One, mais en moins connu. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cette année-là, c'est un tournant pour Nike parce que Michael Jordan est drafté en 84. À la surprise générale, il signe chez Nike alors qu'il était pressenti chez Converse ou chez Adidas. Et il faut savoir que économiquement, la première année de Jordan chez Nike, c'est 162 millions d'euros de bénéfices avec la chaussure qui a été conçue spécialement pour lui. Et ensuite, 4 milliards par an
Donc c'est une réussite grandiose et c'est un tournant pour la marque. Et là, ce qui rend cool ce modèle dans ce film, c'est que Data, c'est un peu le personnage qui a tous les gadgets. C'est un peu l'inspecteur gadget du film qui les sort c'est le tout petit temps. génie qui a toujours la solution face à des problèmes qui arrivent, quoi. Et la scène mythique, c'est vraiment quand il va ouvrir automatiquement son talon pour lâcher un liquide, quoi, comme dans James Bond, pour retarder les gens qui lui courent après. Et c'est cette scène-là où tu vois vraiment cette paire, elle est vraiment mythique par rapport à ce film, mais en soi, le modèle, il a été un peu mis sous terre par la Air Force One. C'est-à-dire que la Nike Air Sky Force High, elle n'est pas revenue énormément là aujourd'hui, de nos jours. C'est pas une paire qui va coter, c'est pas une paire qui va être rare, mais on va dire que ça a permis à Nike, à cette époque clé où vraiment ils ont pris un gros virage positif, ça a contribué, on va dire, à ce virage et l'arrivée de Michael Jordan. Ce qui est marrant aussi, et ce qu'on voit, vous allez voir à travers les films dont on va parler, c'est l'évolution des marques qui placent de plus en plus leurs produits dans les films, parce qu'ils veulent parler à la jeunesse, ils veulent aussi rajouter un peu d'authenticité. On voit qu'à partir des années 80, il y a vraiment des placements de produits vraiment marqués qui sont faits dans les films avec vraiment des marques filmées en gros plan. Ça, c'est un truc qui va vraiment s'accélérer, mais qui commence dans les années 80. Et ça se voit en 86, tu as la sortie d'Alien et la Alien Stomper, la Reebok qu'ils ont demandé spécialement pour le film. C'est une des premières paires qui a été faite vraiment pour le film. Elle est sortie seulement pour le 30e anniversaire du film en 2016. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, c'est un film de science-fiction où Reebok est roi. Voilà, on laisse ça à James Cameron, c'est sa liberté. On verra s'il aura raison dans plusieurs siècles. Bon, là, on est 3 ans plus tard dans un film qui a beaucoup compté pour les chaussures et aussi pour, évidemment, la communauté afro-américaine. Je parle de Do the Right Thing de Spike Lee. C'est le maire qui cause. D'accord, j'écoute. Docteur, Ben oui, quoi toujours fais ce que tu dois. C'est tout C'est tout. C'est enregistré, je me tire. Qui est un film qui dépeint une banlieue plutôt pauvre de Los Angeles, mais avec un langage nouveau, avec une authenticité nouvelle. Et donc, les personnages du film portent des Air Jordan 4. C'est vraiment, je pense, un modèle de chaussures qui était porté à l'époque par les gens des banlieues. Et du coup, ça a beaucoup contribué au succès de la marque. Mais je laisse Adrien en parler avec plus de précision. Alors, la Jordan 4, déjà, il faut donner son statut aujourd'hui. La Jordan 4, aujourd'hui, en tout cas en Europe, c'est une des formes les plus populaires. Ce qui va pas forcément être le cas en Amérique, et c'est ça qui est intéressant. La Do the Right Thing, aujourd'hui, elle est ressortie en 2020, donc elle est disponible, ça s'achète et pas si cher que ça. Mais ce qui a fait connaître vraiment cette paire dans ce film, et ce qu'il a mis en avant, c'est t'as une scène où t'as un cycliste qui roule sur la Jordan 4, et il s'énerve complètement, et c'est ça qui met en lumière la Jordan 4 dans ce film, où tu comprends déjà l'attachement un peu culturel qu'il y a avec la chaussure. Et c'est une des premières fois où dans un film on va clairement t'afficher la chaussure qui dépasse sa fonction, et comme quoi si on roule sur ta chaussure, c'est important, c'est pas quelque chose, bon, c'est pas grave, ça aurait pu arriver, Ouais, c'est pas c'est juste énervant, un vêtement. tout est dans la perception de la chaussure. Donc en plus tu écrases ma belle paire de pompes toute neuve, t'aurais pu dire excusez-moi. Non, t'es sérieux? Ouais, je suis sérieux, je devrais te foutre ma main sur la gueule, Minus. T'as esquinté mes sneakers, mais qu'est-ce que tu fous dans ma rue? T'es chez moi ici, mec. Bon, là, je pense qu'on arrive sur une des paires de chaussures les plus connues de l'histoire du cinéma. C'est dans Retour vers le futur 2. Il faut que tu repartes avec moi. Où ça? Mais vers le futur. Voilà, je crois que cette paire a une histoire folle, donc je veux bien que tu nous l'expliques, parce que c'est un modèle qui a fait rêver toute une génération. Alors déjà, c'est pour moi, dans la liste qu'on a, la paire qui a le plus contribué à la place de la sneakers dans le cinéma, dans l'histoire. Ça, il n'y a pas de sujet. C'est la paire la plus exclusive, il n'y a pas de sujet non plus, puisqu'il y a eu 2 releases de cette paire. Un en 2011, où il y avait 1500 exemplaires, mais la chaussure n'était pas autolassante. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut se vendre entre 15 et 25-30 000 euros, voire plus. Ça dépend les tailles, ça dépend, c'est toujours pareil. Le modèle 2011? Le modèle 2011, Wow. donc même pas autolassant, il y en a 1500. Par contre, si on parle du modèle 2016, le modèle 2016, il y a 89 exemplaires dans le monde. Et là, on est plutôt en centaines de milliers d'euros, et je ne saurais même pas vous dire combien il reste de Nike Mag 2016, donc autolassante, cette version-là, complètement disponible. Tous les profits ont été à la fondation de Michael J. Fox. Et Parkinson, du coup. Exactement. Ouais, Michael J. Fox qui est atteint de la maladie de Parkinson, et du coup, sa fondation lutte aussi contre la maladie. Exactement. Et donc, toutes les mags ont été vendues au profit de cette fondation. Donc, il y avait aussi un but caritatif, je pense, qui a aidé aussi l'engouement autour de la paire.
On enchaîne quelques années après avec les 2 Batman de Tim Burton. Donc il y a le Batman original et il y a Batman le défi. C'est toi qui as tué mes parents. Quoi? Oh. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas nous parler des 2 modèles qui apparaissent dans le film pour habiller Batman. Exactement, c'est que pour habiller Michael Keaton, ils ont fait en sorte de demander à Nike de faire des chaussures jamais sorties, encore une fois. Et jusqu'à aujourd'hui, à part un pied gauche qui se baladait sur eBay, on n'a rien vu de sortie, donc on ne sait toujours pas où est le sample de la paire finalement. Et je pense que c'est aussi pour le mythe qu'ils ne l'ont jamais sorti et que vraiment ils ont laissé ce design close pour le film parce que c'est l'image de Batman et si demain tu sors en general release les paires de Batman, alors oui je pense que ça marche mais ça désacralise aussi beaucoup le film. Batman! Honnêtement, je vous le demande, dans quel genre de monde on vit? Voir un homme habillé en chauve-souris? Alors là, autre paire absolument culte d'un film culte avec un acteur culte, Forrest Gump de Robert Zemeckis. Vos chaussures doivent être très confortables. Je pense qu'on peut marcher toute la journée dans des chaussures comme ça sans rien sentir. Dans une scène du film, on a Robin Wright qui offre une paire de Nike Cortez à Forrest qui va se mettre à les essayer, avoir envie de courir. Donc là, pareil, on est sur une scène ultra culte et un modèle qui a beaucoup fait parler. C'est le modèle qui a pas lancé Nike, je dirais, mais c'est un des premiers modèles qu'on peut qualifier de révolutionnaire de Nike, parce que quand tu arrives avec ça en 1972, il faut se dire que juste le fait de mettre des crampons, une façon crampon sur la paire, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que les paires à l'époque, le truc de crampon, il n'était pas du tout démocratisé. C'est une prise de risque. Quand on voit la paire aujourd'hui, on se dit bon bah ça correspond à son époque, mais la réalité c'est que t'es en 1972 et tu vois ça arriver. C'est dingue, c'est une il faut révolution. prendre le risque. Voilà, il faut prendre le risque et la Cortez, voilà, c'est un gros succès. Et évidemment que le film a contribué au succès de la Cortez énormément. Moi, j'ai une anecdote sur la Nike Cortez. Est-ce que tu sais pourquoi elle s'appelle comme ça? En fait, en 68, donc il y a les JO de Mexico. Là, ils ont l'envie, donc gros succès au niveau des Jeux Olympiques. Nike qui habille des athlètes a envie d'être prêt pour 72 Munich et ils veulent lancer un modèle Aztec. Le nom. Ouais. Mais Exactement. en fait, ouais, c'est déposé par Adidas. Et là, donc Phil Knight, le patron de Nike, il dit mais comment il s'appelle le gars qui a défoncé les Aztèques? C'était Hernán Cortés. Et donc apparemment, ça serait pour ça que le modèle s'appellerait Cortés. Je sais pas si c'est vrai, mais Alors, l'histoire est trop marrante. Non seulement c'est vrai, mais je crois qu'il y a eu même une histoire de double commercialisation. Enfin, je veux pas te dire des conneries, mais Bon, en tout cas, voilà, une petite histoire pour un modèle vraiment mythique. Et une fois de plus, vraiment, dans Forrest Gump, on avait tous envie de l'acheter en sortant du film. Maman disait toujours, il faut laisser le passé derrière soi si on veut avancer. Et en 1996 arrive le film Space Jam avec Michael Jordan. Surtout ne perds pas cette belle confiance. On serre les coudes, les pattes et les ailes. Un film assez spécial parce que ça mélange l'animation et la prise de vue réelle. Et dans ce film, eh ben, croyez-le ou pas, Michael Jordan, il porte des Air Jordan. C'est surprenant. Mais comment et pourquoi Jordan choisit Nike plutôt que Converse en 84 à une époque où c'est pas du tout Nike qui a le monopole pour les sportifs et les basketteurs? bah, c'est un gars, en fait, t'avais Phil Knight, donc le directeur de Nike, et fondateur du coup, et t'avais Tinker Hatfield, donc c'est un pour le design qu'a fait Tinker Hatfield en lui proposant sa propre gamme. Enfin, on savait pas que Michael Jordan, quand il a été drafté, serait une superstar comme ça. Une légende absolue. Donc c'est un gars qui a risqué son poste pour signer Jordan à la place de Bowie, et c'est une histoire de dingue, parce que l'agent il avait dit non, ensuite le gars il s'est rendu chez la famille pour convaincre la famille, ensuite il a fallu que Phil Knight il lui montre un design exclusif à son nom pour qu'au final il accepte de signer chez Nike. Et c'était au final le meilleur choix de sa vie parce que dès l'année d'après, c'est 162 millions de bénéfices, puis 4 milliards juste sur la gamme Jordan. Au fur et à mesure des années, tu vois que les équipementiers, tous, hein, que ce soit un Nike, un Puma, un Adidas, ils prennent tous de plus en plus de risques sur leur image et sur les produits pour se différencier. Parce qu'il y a tellement de produits maintenant, et c'est pour ça aussi qu'on est là à parler de sneakers et à comprendre que la sneakers, ça peut valoir 400 € et avoir du sens, et pas pour tout le monde, et c'est pour ça que je suis encore autour de cette table pour donner du sens à ça, mais la culture sneakers, c'est vraiment une histoire complète à part entière, et on pourrait en écrire des bouquins, il y aurait toujours des choses à dire, et c'est pour ça qu'il faut pas se dire quelqu'un est mieux que quelqu'un d'autre. Tout le monde a son cycle, tout le monde a son temps, tout le monde a ses modèles forts,
et se repose dessus par des collaborations, comme tu disais. Voilà. Mais ça qui est ultra intéressant, et j'espère que vous le comprenez, c'est que là, on dépasse purement la fonction utilitaire d'une chaussure. On est vraiment sur des chaussures qui ont une valeur historique, des modèles qu'on marqué des générations, c'est sentimental. Et on le voit à travers les films, on voit l'évolution, tout ça. Et en tout cas, je trouve ça bien. Ça rend un peu cette lettre de noblesse à cet objet, à la base, qui a une fonction basique. Et c'est le premier chapitre de notre livre, Sneakers Obsession, c'est au commencement était le sport. Et juste pour montrer que dans les années 50, l'équipementier, il cherchait une fonction sportive. Les mœurs, elles disaient que la basket, c'était pour faire du sport. Et puis, le moment où ça a dépassé sa fonction, et c'est un peu ce qu'on a abordé, et les films qu'on aborde depuis tout à l'heure en font partie, c'est les années 80, où le lifestyle, le hip-hop, toutes ces choses-là, où là, c'est cool de porter des baskets, d'être plus libre. Ils ont commencé à prendre un peu des risques et à changer différents positionnements, et en prenant des risques, c'est ça qui a permis à tout le monde de se positionner sur ces modèles et de faire des succès planétaires. On m'a pas traîné jusqu'ici pour me faire botter les fesses par une bande de monstars à la noix. Quelques années plus tard, on arrive dans un autre film culte, c'est le Kill Bill de Quentin Tarantino. Écoutez-moi, ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Alors juste pour resituer, même si vous connaissez le film, ça se déroule au Japon. Il va habiller Uma Thurman comme Bruce Lee dans Le Jeu de la Mort, vraiment en jaune et noir de la tête aux pieds. Et je te laisse présenter du coup les chaussures jaunes et noires d'Uma Thurman. C'est la marque Onitsuka, pour que les gens comprennent bien. C'est une marque qui a été créée au Japon par monsieur Onitsuka dans les années 50. Je crois d'ailleurs en 50 ou en 49. Et cette marque, du coup, c'est fou de voir que 50 ans plus tard, en 2003, elle va mettre une paire aussi forte, voilà, parce qu'il faut prendre le risque quand même de faire une paire jaune et noire. Ouais. Du coup, depuis tout à l'heure, juste tu parles de Onitsuka, j'étais persuadé que c'était des ASICS. C'est quoi la différence? Est-ce que ASICS appartient à Onitsuka ou l'inverse? Alors, il n'y a pas vraiment de différence. C'est-à-dire qu'Onitsuka, c'est une marque des années 50 qui a pris le nom ASICS en 1978 et qui, là, depuis récemment, se comporte en tant que créateur et donc redevient Onitsuka parce que à la base, c'est vraiment, ils étaient connus dans les années 50 pour être des grands concepteurs de chaussures et à tel point que Phil Knight a travaillé sur de l'import d'Onitsuka avant de fonder Nike. Je sais plus exactement ce qu'il faisait, mais il travaillait avec Onitsuka. Et du coup, c'est devenu ASICS et ça faisait quand même 400 millions de chiffre d'affaires. Et encore aujourd'hui, c'est plus connu sous le nom ASICS, mais les racines, le fondement de la création des chaussures de sport, c'est vraiment Onitsuka qui était une référence là-dedans. Et la qualité de leurs produits, c'était vraiment au-dessus, quoi. C'est marrant que tu parles de ça, parce que justement, on va parler d'un film qui est sorti récemment, en 2018, c'est Spider-Man New Generation. On dirait que nos dimensions débarquent ici. En tout cas, c'est sympa à regarder. Il faut qu'on retourne là-haut. Et en fait, dans ce film-là, on voit la Air Force One 1. Donc, c'est un peu ce que tu disais avant. On réédite des modèles qui ont été mythiques pour la nouvelle génération. Typiquement, la Air Force One, dans les deux Spider-Man, elle a fait l'objet d'un coloris spécial. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'un truc très classique qui est Chicago, qui est le coloris des Bulls de Michael Jordan, le coloris rouge, qui est l'essence même de la Air Jordan 1. Mais ils l'ont revisité par deux fois. Donc, il y a la première, la Spider-Man classique, et la nouvelle, la Spider-Man Across the Multiverse. Et ça va être des coloris Chicago, mais un petit peu travaillés. Et pour le coup, façon Spider. C'est très difficile à décrire, mais visuellement, tu comprends que c'est une Chicago Spider-Man. La Air Jordan 1, c'est le symbole pour Michael Jordan, et du coup, c'est très intéressant qu'ils aient mis ça dans un film aussi grand public comme Spider-Man, et c'est très intéressant qu'ils aient fait une release avec le film, et que sur le deuxième film, il y ait une autre paire et une autre release. Qu'ils aient suivi vraiment cette stratégie complète. Et ça permet aux nouvelles générations aussi de découvrir la Air Jordan 1 comme nous on l'a découvert, c'est-à-dire comme la paire numéro 1 que tout le monde a, et donc de comprendre aussi le monument historique que ça représente. En plus, ce qui est drôle, c'est que du coup, dans ce Spider-Man, il y a des hommages, il y a plusieurs Spider-Man, tout ça. C'est que j'ai l'impression que c'est la chaussure qui met tout le monde d'accord, que les gens peuvent porter aujourd'hui en étant au lycée, comme Miles Morales. Et en même temps, c'est une chaussure qui était portée aussi dans les années 80. Donc j'ai vraiment l'impression que le film, il synthétise ce que tu dis depuis le début. C'est-à-dire un pont entre les générations, en fait. Comme une chaussure, elle se transmet de génération en génération.
c'est un marqueur du temps qui passe, mais au final, ça reste intemporel. En tout cas, ce modèle-là, il l'est, j'ai l'impression. Et t'as l'impression qu'en 2023, c'est Nike et Jordan les plus intemporels, mais c'est pas la réalité, parce que ce qu'on a vu, c'est que Nike, ça a explosé avec Jordan dans les années 85-90. Mais t'as des gens comme Converse, comme Adidas, les Chuck Taylor, c'est 1917, et c'est 100 millions d'exemplaires vendus. C'est-à-dire que les premiers équipementiers stars, avant même d'être intemporel comme Nike aujourd'hui, en 2023, on dirait Nike est l'incontestable numéro 1, c'est vrai, mais Nike n'est pas le plus intemporel, parce que Adidas aujourd'hui, c'est un marathonien à côté, c'est-à-dire que ils étaient au top du top avant la Seconde Guerre mondiale, les mecs, ils étaient là bien avant tout le monde, et c'est fou aujourd'hui que Nike arrive à garder cette place, alors que t'as des marques comme Converse ou Adidas qui sont là depuis bien plus longtemps. Du coup, avec Nike et Adidas, c'est quoi, par exemple, les marques qu'on peut trouver sur ton site, là où il y a vraiment une communauté, où ça se vend bien, c'est quoi les marques aujourd'hui qui fonctionnent bien? Nous, on travaille sur un objet de collection, un objet de désir, c'est-à-dire on va travailler sur la paire qui est indisponible chez les équipementiers ou très difficile à avoir, et ça va du coup nous donner du travail pour vous la trouver et permettre à tous, en quelques clics, d'accéder à n'importe quelle sneakers exclusive. Et du coup, nous, on a les contraintes de marché, c'est-à-dire qu'on va exercer des prix qui sont plus forts que tous les revendeurs Nike, Adidas, etc. Mais aussi, on va avoir la liberté de proposer n'importe quel produit à la vente, puisque finalement, on est un marchand d'art. On vous propose des objets d'art, des objets d'investissement, des objets de collection. Donc c'est vraiment un autre marché de la sneakers et qui se démocratise de plus en plus, qui permet d'avoir la sneakers qu'on veut vraiment. Et la sneakers, voilà, ça peut être, comme on disait, la Onitsuka que tu as vue, qui t'a fait fantasmer quand tu étais petit, bah voilà, maintenant tu vas pouvoir l'acheter, même si elle est déjà sortie depuis 5 ans et que c'est plus possible de l'avoir nulle part. En tout cas, Adrien, je te remercie vraiment pour être revenu sur tous ces modèles mythiques de sneakers. Et du coup, ça m'a permis aussi de revenir sur les films. C'était archi cool parce que moi, perso, j'aime le cinéma, j'aime les sneakers. Donc, c'était vraiment le sujet parfait pour une bonne discussion. Vraiment, je te remercie sincèrement. J'espère que tu as bien aimé. Ben, j'ai adoré et je suis vraiment content d'avoir pu montrer avec toi que la sneakers, elle a vraiment sa place dans le cinéma. Et inversement, le cinéma aide beaucoup la sneakers. Et c'est des choses que, si on n'en parle pas, on s'en rend pas forcément compte, et j'espère qu'avec cette vidéo, vous vous en rendrez mieux compte. Et puis voilà, je vous invite à découvrir notre livre Sneakers Obsession pour en apprendre plus sur les différents modèles mythiques, puisqu'on les a tous référencés dedans. Mais en plus de ton livre, je vous invite vraiment à aller sur kikikix.com. On va mettre tous les liens dans la description avec tes réseaux, tout ce qu'il faut. On sent que t'es un passionné, on sent que voilà, c'est pas juste mercantile, qu'il y a une vraie passion, un vrai amour de la basket. J'espère que vous l'avez ressenti, parce que vraiment voilà, je l'ai dit, même si on sort de la valeur d'une paire de chaussures, bah voilà, il y a du travail derrière, il y a une histoire derrière, et au final, c'est pas plus bête ou stupide qu'un tableau ou des vêtements de créateurs. Donc là, on est vraiment dans ce registre-là, et au final, ça doit dégager le même respect. J'espère que vous l'aurez ressenti dans la vidéo.